m'identifie comme créole Vraiment, c'est louisianais. la culture africaine. Pas sur la sorcière. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion. Bienvenue sur Terre Louisiane. Nous sommes au Festival acadien créole pour parler français louisianais. Nous sommes maintenant avec David Charami, un écrivain franco-louisianais et aussi directeur du parc historique Verville-Lionville. Bienvenue David. Bonjour, merci. Donc pour commencer, est-ce que tu peux partager avec nous comment est-ce que tu as appris le français louisianais? Comment j'ai appris le français louisianais? Ça c'était, pour dire la vérité, j'ai appris le français louisianais après avoir appris le français standard. D'accord. Même si j'ai été élevé dans une maison francophone, mes parents parlaient le français entre eux, ils parlaient anglais avec moi. Et j'avais toujours entendu le français, mais j'ai toujours été fasciné. Et quand j'étais petit, mon grand-père maternel commençait à me faire quelques petites leçons de français. Et je savais compter, des choses comme ça. Mais il est mort quand j'avais 8 ans. Donc après ça, j'ai voulu que ma mère m'apprenne le français. Mais j'imagine que c'était juste trop dur pour elle et personne d'autre autour de moi, c'était pas à la mode. Donc j'ai un peu oublié ça, mais j'ai toujours gardé ce rêve en moi. Et quand j'ai commencé l'école, au lycée, high school et tout ça, j'ai commencé à faire du français à l'université. Mais j'avais fini mes études universitaires et j'ai connu beaucoup d'hispaniques. J'étais à la Nouvelle-Orléans pour l'école. Et je voyais comme eux, ils étaient bilingues, biculturels. Et je dis, mais comment ça se fait qu'eux, ils peuvent passer du français de l'espagnol à anglais comme ça et être biculturel comme ça? Et moi, je suis coincé juste dans l'anglais. Je savais qu'ils avaient un autre côté de ma personnalité auquel je n'avais pas accès parce que je ne parlais pas français. Et après ça, j'ai pris une année pour aller à Montpellier, en France. Grâce au codophile, je suis allé avec d'autres boursiers codophiles, j'ai passé 1 an et c'est là où j'ai appris à parler français. Au retour, j'ai commencé à parler avec ma grand-mère, j'avais qu'une grand-mère qui restait à l'époque, avec mon père et tout ça, et petit à petit j'ai pris plus du vocabulaire et l'accent cadja, etc. Et puis c'est quelques années plus tard, quand j'ai travaillé au codophile, avant que je devienne directeur, parce que j'étais directeur du codophile, avec Richard Guidry. Richard Guidry, ça c'est un nom que tout le monde devrait connaître dans la francophonie louisianaise, parce que lui, il a fait autant qu'un Barré Ancelet ou un James Domangeau ou l'autre. Il est vraiment là au panthéon des francophones louisianais pour moi. Et c'est avec lui, en travaillant avec lui tous les jours, que j'ai appris vraiment ce que c'est d'être cadjan, ce que c'est de comprendre la mentalité cadjane, de comprendre le vocabulaire cadjan et d'où ça vient aussi. Il avait une culture énorme. Et donc c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses sur ce que c'est d'être cadjan et apprendre le français cadjan. D'accord. Et où est-ce que tu as été élevé originalement? J'ai été élevé sur le Bayou La Fourche, la D'accord. paroisse La Fourche, dans un village qu'on appelle en français Canal Yankee. Et en anglais, on appelle ça Golden Meadow. Il y a beaucoup de villes et villages en Louisiane qui ont 2 noms complètement différents. C'est pas comme New Orleans et la Nouvelle-Orléans, ça c'est New Iberia, Nouvelle-Ibérie. Mais il y a comme Iota, Pointe-aux-Loups, et d'autres exemples qui me viennent par l'esprit, Golden Meadow, Canal Yankee. Et donc c'est là où j'ai été élevé à Canal Yankee. D'accord. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui parlait français Tout le quand monde. tu étais petit? Oui, Moi j'ai grandi dans les années 60-70. D'accord. Et moi je pouvais aller au magasin, j'entendais le français. À l'église, à la sortie de la messe, tout le monde parlait français, même n'importe où, en public, les gens parlaient français en public, dans les maisons, mais comme je dis, personne dans ma famille voulait me parler en français. J'étais élevé en anglais, et il y a beaucoup de ma génération, c'était comme ça. Mais je crois que j'ai toujours entendu ce que c'est le français, j'ai toujours entendu la mentalité, la chaleur, la générosité, les liens familiaux qu'il y a dans la langue française. Et je dis, c'est ça ce que je veux. Et c'est grâce au codophile que j'ai pu atteindre ce niveau de français et que j'ai pu rentrer en contact avec un aspect de ma personnalité qui ne m'était pas permis parce que je ne parlais pas français. Oui. Et qu'est-ce qui a changé
de ton avis, parce qu'on parle beaucoup de la perte linguistique qu'on a expériencée ici. Et c'était quoi les choses importantes pour faire changer tout cela? Je crois que c'est le débarras de la honte que les gens avaient de parler français. Moi, de ma vie, je ne suis pas bien vieux, je ne suis pas tout jeune non plus, mais je ne suis pas trop vieux non plus. Mais j'ai vu le passage du fait que les gens avaient honte de parler français en public, qu'il faut oublier ces vieilles histoires, c'est que des vieux qui parlent français, nous il faut être moderne, il faut parler anglais, écouter le rock and roll et tout ça. Que maintenant c'est exactement le contraire, et quand moi je parle en public en français avec quelqu'un, et des gens m'entendent parler français, au lieu de me dire speak English, ils me disent oh I wish I spoke French. Oh j'aurais aimé que ma grand-mère m'ait appris le français, mais elle est morte maintenant. Je dis mais c'est pas trop tard, il y a d'autres moyens, il y a des classes, il y a Sainte-Anne, il y a des classes d'immersion. Je connais beaucoup de gens qui maintenant avec Internet, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'apprendre même jusqu'à n'importe quoi, construire une maison, presque faire une opération à cœur ouvert, enfin sur YouTube et les autres chaînes, on peut tout apprendre et même parler français, écouter les nouvelles en français, faire des classes en français. Donc si quelqu'un veut vraiment parler français, il ou elle peut l'apprendre, et il y a beaucoup de gens autour de nous, ici à Lafayette et en Louisiane du Sud, beaucoup plus qu'on ne croit, qui parlent français et qui sont tout à fait prêts à vous aider à parler français. Et comment est-ce qu'on peut préserver ou développer le français louisianais hors de Lafayette? Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de francophones ici à Lafayette, beaucoup d'organisations qui travaillent sur ce sujet, mais dans les autres paroisses, de temps en temps, il n'y a pas tant des efforts. Je crois qu'il y a un dicton en français qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je crois que c'est en parlant qu'on devient francophone. En parlant français, on devient francophone. Mais je sais que c'est délicat. Une raison pourquoi l'anglais a pris la dominance sur le français, c'est une question économique. Si les gens voulaient faire autre chose que des trappeurs, piégeurs, pêcheurs de chevrettes, et si on voulait avoir les meilleurs boulots dans les clos d'huile, dans l'industrie pétrolière, il fallait parler anglais. Et je crois qu'aussi maintenant, avec le tourisme et l'économie culturelle, on est ici au Festival acadien et créole, c'est un engin, un moteur économique pour la région, et continuer à développer les programmes d'immersion. Je sais qu'il y a une grande question, mais qu'est-ce que tous ces enfants vont faire avec le français? Et moi, c'est comme si, pour moi, c'est bon, OK, on forme un ingénieur, on lui apprend tout ce qu'il faut faire, mais on lui demande, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça maintenant? Mais c'est à lui de comprendre ce qu'il faut faire avec ses talents, avec son éducation. Et moi, je crois que c'est la même chose pour les jeunes francophones. C'est à eux de trouver les moyens et de ne pas être découragés. Et je crois que le tourisme, c'est peut-être un bon début, mais à l'enseignement toujours, on a toujours besoin de plus en plus d'enseignants en français, en Louisiane. Je crois que ça, c'est un bon débouché. Mais aussi maintenant qu'on fait partie de la francophonie, il y a tout un volet international qui s'ouvre. Et la Louisiane a besoin de s'ouvrir au monde. On était resté trop longtemps repliés sur nous-mêmes. Et le monde vient chez nous, ici, aujourd'hui, ce week-end, pas pour avoir une expérience comme ils peuvent avoir dans Iowa ou Californie ou ailleurs. Mais c'est bien, on peut avoir du bon temps là-bas aussi, j'imagine. Mais ils viennent ici pour ça, et c'est à nous de développer ça. Ailleurs aussi, ne pas avoir honte, de parler avec nos politiciens, même s'ils sont des anglos qui ne parlent pas français, qui n'ont pas une goutte de sang français, de leur faire comprendre l'importance économique que les gens continuent à parler français, d'être bilingues. Je sais qu'on est dans une période politique où de plus en plus les gens qu'on devrait parler juste l'anglais, mais pour moi, parler français, c'est un acte politique, c'est sûr, mais c'est un acte personnel. Et je parle anglais parce que on a vécu en Amérique aussi, et la langue anglaise, c'est pas plus mauvaise que ça, mais ça fait partie d'une diversité dont on a besoin pour le reste des États-Unis aussi. Je crois qu'on est plus unis quand chacun a sa propre culture et qu'on peut partager avec les autres, parce qu'on ne peut pas tous être pareils. Mais je crois qu'une des choses que la langue française fait, c'est qu'elle te donne cette idée de partage. Oui. Moi, je te donne une partie de ma culture, j'accepte une partie de ta culture, on fait un bol de gumbo avec tous ces ingrédients, et tout le monde est plus riche pour ça à la fin. Et tu en as déjà parlé de quelques-uns, mais quels sont les grands mythes autour de la Louisiane francophone? Les grands mythes?
des mythes. Des mythes? Oui, exactement. Les grands mythes? Oui. Ah ben, je l'ai vu hier soir sur Saturday Night Live encore. Là, on pense toujours qu'on parle comme le Colonel Sanders ici, qu'on a tous des alligators à la maison, qu'on mange toujours trop épicé, etc. Il y a beaucoup de mythes autour de la Louisiane, c'est sûr. Et je dois dire que moi, je suis coupable de les renforcer des fois. Parce que les gens me demandent, est-ce que c'est vrai que tu as été à l'école en bateau? Je dis, ah oui, j'avais ma petite pirogue et je pagayais jusqu'à l'école et j'étais pieds nus tout le temps. D'ailleurs, j'ai les orteils comme des palmipèdes, comme des palmes de canard maintenant. Et donc, je me peux me moquer des gens. Mais non, il y a beaucoup de mythes aussi. Les gens ils pensent, comme je dis, c'est toujours Southern Comfort ici, qu'on habite tous dans les marécages. Et on tue les étrangers, c'est pas vrai. Oui. Mais il y a quand même, il y a Swamp People, qui est peut-être une exagération. Et ça, j'ai quelques idées de comment ils filment les choses pour que ce soit exagéré, mais il y a une certaine vérité. Troy Landry, au fait, Troy Landry, son vrai nom c'est T. Roy Landry. Beaucoup de gens ne savent pas, mais les éditeurs ne savaient pas qu'ils ne pensaient pas T. Roy, ça n'allait pas passer. Donc déjà, ils ont changé quelque chose. Mais les gars comme T. Roy Landry, ils existent aussi. Mais moi, je n'ai jamais tué un alligator de ma vie. Je n'ai jamais l'intention de... Mais j'en ai mangé beaucoup et je suis bien content pour les gens qui font ça. Mais oui, il y a beaucoup de mythes qu'on vit tous comme des fermiers. Mais moi, je vais faire mes courses à Whole Foods. Oui. Je conduis un Subaru, tu vois, des choses comme ça, là. Et je crois que oui, il y a une grande diversité dans la Louisiane francophone et on n'est pas conscient qu'il y a tant de variétés, etc. Et donc, comment est-ce que tu as commencé à écrire en français? Parce que ça, c'est un peu différent de seulement parler en français louisianais. Ouais. Ben, c'est un peu comme Maggie Perkins dit l'autre jour, j'avais entendu ça d'autres gens, si moi je ne parle pas français, que je suis capable, qui va le faire à ma place? Et moi, j'ai toujours écrit, même en anglais, j'ai toujours aimé ça, lire, écrire et regarder la télé, les films, c'est vraiment mes passe-temps préférés. J'aime pas trop la pêche, j'aime pas la chasse, c'est juste pas mon truc. Mais écrire, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours donné beaucoup de plaisir. Et comme j'ai appris le français, je savais qu'il y avait ce besoin d'écrire en français aussi, que ce volet écrit, c'était quelque chose qui manquait et quelque chose qui existait avant. J'étais au courant des grands... des écrivains du 19e siècle, Le Senel, Victor Séjour, Georges Dessaumes, Sidonie de la Houssaye, tous des grands écrivains, des très bons écrivains de l'époque. Et puis il y avait des journaux, et je savais que tout ça, il fallait recommencer ça. Donc j'ai commencé à écrire, et puis j'ai commencé à lire quelques écrivains, surtout dans le recueil qui s'appelle Cris sur le Bayou, Jean Arsenault, Zachary Richard et bien d'autres. Et puis je lisais les poèmes, je dis, moi je peux faire ça aussi. Moi j'ai des poèmes comme ça en moi, j'ai commencé à écrire. Et puis j'ai commencé à écrire d'abord un mémoire de maîtrise. J'ai fait une maîtrise et un doctorat en études francophones ici. Donc j'ai fait mon mémoire en français, j'ai fait ma thèse en français, j'ai écrit des articles pour Acadiana Profile en français. Donc c'est quelque chose qui me vient assez naturellement. Et pourquoi je le fais? Parce que je peux le faire. Et si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Et c'est ça. Si j'ai ce talent et je n'utilise pas, ben, j'ai gaspillé ma vie, quoi. Oui, Et quels sont les thèmes ou des idées centrales dans ta écriture? Ben, d'abord, au début, ça a commencé un peu sur la perte de la langue française et le désir de continuer, mais surtout sur la nature. J'ai été beaucoup influencé par Zachary Richard, qui était naturaliste, qui était un gars très engagé pour l'écologie et tout ça. Donc j'ai essayé de décrire le paysage, le décor ici, parce que je trouve que nous sommes un peuple très attaché à la terre aussi. Et c'est pour ça que la perte des côtes, l'érosion des côtes, c'est quelque chose qui est terrible pour nous. Et donc j'ai essayé de travailler là-dessus. Mais aussi j'ai essayé d'écrire comme tout écrivain, sur la vie, sur l'amour, sur la mort, sur beaucoup de choses que d'autres écrivains sur lesquels ils écrivent. Mais en français louisianais. Mais en français louisianais, exactement. Oui, c'est génial. Et donc c'est quoi, pour conclure, c'est quoi ton espoir pour le futur du français en Louisiane? Bon, mon espoir, c'est qu'on continue à avoir des jeunes comme toi et d'autres ici qui continuent à parler français, à comprendre que c'est important
qu'on continue, parce que si on perd cette langue française, on perd notre identité. Et la Louisiane devient comme juste un autre État. Oui. On devient comme le Texas, qui est bon. Il y a déjà un Texas. Oui. Il faut qu'on garde la Louisiane comme elle est. Oui, donc je suis complètement d'accord. Et donc merci beaucoup David Cher Ami d'être venu. Ça a été vraiment un plaisir. Moi aussi. Merci.